Pour la troisième fois, les Mirage 2000 de l'armée française ont mené des frappes aériennes sur des rebelles tchadiens. Il y a une semaine, des membres de l'UFR, l'Union des forces de la résistance, basée dans le sud de la Libye, ont traversé la frontière pour entrer au Tchad. Après plusieurs survols en signe d'avertissement, les avions de combat français appuyés par l'armée tchadienne ont mené dimanche un premier raid sur une colonne d'une cinquantaine de pick-up. Le convoi a poursuivi sa progression et la force Barkhane a renouvelé ses frappes à 2 reprises, mardi et mercredi. Critiquée par l'opposition tchadienne pour cette intervention, la France a répondu qu'elle n'avait fait que répondre à l'appel de l'État souverain du Tchad. La décision d'ouverture du feu a respecté les règles du droit international humanitaire. Cette action ne s'inscrit pas dans le cadre de l'opération Barkhane. En 2008, les membres de l'UFR avaient été repoussés aux portes du palais présidentiel dans la capitale tchadienne, et ce, déjà avec l'aide de l'armée française. Ce groupe est d'autant plus redouté au Tchad qu'il est dirigé par Timan Erdimi, le neveu du président Idriss Déby. Ces rebelles sont également dans le viseur du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, qui tente de déloger les différents groupes armés basés dans le sud de la Libye. Bye BHR, pour la troisième fois, 2.0. Nous sommes le 27 février 2019. Il est exactement 9h17. Hop là. Mes amis, mes très chers amis. Avant de commencer ma jactance, je vais d'abord vous envoyer mes salutations les plus sincères et bien sûr j'espère que ma dernière vidéo a bien été, si vous voulez, réceptionnée pour ceux qui en avaient besoin de remettre les pendules à l'heure, besoin parfois même de s'acheter une montre ou parfois de s'acheter un agenda. Parlons d'agenda. C'est important un agenda. C'est très important, surtout quand nous rentrons en guerre. Alors, vous savez, l'expérience avec la guerre d'Algérie, l'expérience des médias, des Français et de la guerre d'Algérie m'a fait aussi comprendre, réaliser que nos gouverneurs ne veulent pas nous considérer comme des pays en guerre ou comme un pays en guerre, la France, notre pays. Mais nous sommes bel et bien un pays en guerre. Alors, où je veux en venir, mes amis, où je veux en venir, c'est que toutes ces guerres qui, en vérité, n'alimentent que la haine, la frustration, la haine de son prochain aussi, et la haine de cette post-colonisation, colonisation, New Age, si vous voulez. Et nous sommes en guerre. Alors ensuite, quand il y a des répercussions, eh bien, nous allons tous faire une marche blanche, nous allons pleurer dans les bras de Chétaniaou, comme dirait l'autre, et tous nous tenir main dans la main. Mais quelle absurdité! Quelle absurdité! Comment un pays en guerre, qui est en guerre, mais qui ne le dit pas? Comment voulez-vous qu'un pays en guerre, eh bien, ne soit pas une future menace, ou qu'il ne soit pas menacé pour d'éventuels futurs attentats? Vous comprenez? C'est aussi
la raison, si vous voulez, de djihadisme. Tous ces, comme dit mon ami Anaré, tu vas finir en iste. Alors, les amis, c'est très important, très très important. En vérité, très très important, très très important. Vous savez, les gens viennent d'ailleurs. Les gens viennent d'ailleurs parce que nous avons décidé de revoir la politique d'un continent. Un continent qui n'est pas le nôtre, bien sûr. Mais nous nous immisçons dans des conflits, nous rentrons dans des histoires qui, dans le fond, nous ne regardent pas réellement. Mais, bien sûr, matières premières, bien sûr, or, bien sûr, pétrole, bien sûr, Bolloré et ses voitures électriques. J'avais eu ce raisonnement et on m'avait pris un peu pour un huluberlu quand je disais, cette vidéo est toujours disponible, je crois, et je crois que l'intitulé est Gaz, Syrie, Gilets jaunes, je crois. Enfin, je la posterai sur le 2.0 pour que vous voyez un peu où je veux en venir et est-ce que cette réflexion est, comment dire, et je ne vais pas dire juste, parce que juste c'est un grand mot, mais est bonne. Eh bien, mes amis, il faut s'attendre à tout. Il faut se préparer à tout. Je reprends où, si vous voulez, j'avais basculé. Donc nous décidons, nous, avec nos alliés, d'aller revoir des politiques, alors des dictatures, certains les appellent des dictatures, mais pourtant ils les soutiennent depuis tout le temps. Et le problème, c'est que l'Afrique a aussi un éveil, si vous voulez. L'Afrique se réveille, elle aussi. L'Afrique aussi comprend que le grand remplacement n'est pas réellement une bonne chose pour elle. Tous ces jeunes qui partent, et je vais vous faire une confidence. Vous savez, j'ai déjà raconté cette histoire dans une autre vidéo, mais je vais vous la conter rien que pour vous. Vous avez beaucoup de chance. Vous savez, j'ai rencontré des jeunes maliens, des jeunes venant d'ailleurs, donc du Mali. Et eux tous, donc ils étaient à peu près 7 ou 8, et eux tous venaient de la même région. Donc je me suis renseigné sur la région, j'ai fait quelques recherches, j'ai été discuter avec 2-3 personnes, et puis, eh bien, je me suis rendu compte, ou plutôt aperçu, que, eh bien, le fait de dépeupler certaines régions, eh bien, c'est bien dans le plan des mondialistes, mes amis. Pourquoi ? Parce que ces régions sont demain appelées à être forêts. Donc, forcément, il faut dépeupler, si vous voulez, la région, ces régions. Alors là, je vous parle du Mali, mais ce qui se passe au Tchad actuellement, eh bien, c'est dans la même pathéticance, si vous voulez. Alors vous allez me dire, oui, mais
pourquoi tu vas condamner les colonies parce que certains peuvent penser ça, je sais, certains peuvent penser, mais pourquoi ils condamnent, que ça peut lui faute si nous allons chercher du pétrole, de l'or, bien. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Qu'est-ce que ça peut me foutre? Eh bien, quand je vois comment les Français, comment nous, en grande majorité, malheureusement, eh bien, nous avons du mal à accepter cette différence. Nous avons du mal à accepter ces gens, excusez-moi, nous avons du mal à accepter ces gens qui viennent d'ailleurs. Alors que, en vérité, nous prenons beaucoup plus que ce que nous donnons. Vous comprenez? Nous prenons en Afrique, où nous avons pris en Afrique, eh bien, plus que ce que nous avons donné aux Africains. Car les Africains, quand ils sont venus, je prends l'histoire du grand remplacement au tout début, quand ils sont venus, ils ne sont pas venus demander la CAF ou demander les APL. Non. Ou demander le pass Navigo. Plaisantez. Ils sont venus travailler. Et il y avait des clauses bien spéciales. Personne dans les années 70, voire 80, fin 70, venait en France pour galérer. Tous les gens qui partaient de leur bled, peu importe le bled, Maroc, Algérie, Mali, Sénégal, peu importe, tous avaient du travail. Et avaient une chambre au foyer sans la contrat. Et pour rebondir sur les foyers sans la contrat qui ont été créés d'ailleurs, par l'Algérie, il ne faut pas oublier, on pense toujours que oui, c'est la France. Non. À la base, ce n'est pas la France qui a créé ces foyers. C'est l'Algérie qui a posé l'argent pour lancer et pour, ma foi, accueillir ces gens qui viennent d'ailleurs. Alors, ma réflexion est la suivante. Vous savez, comme je viens de vous dire, chaque personne venant d'ailleurs, qui venait ici en Europe, venait pour travailler. On allait les chercher dans des coins assez reculés, on les testait un peu. Alors le recruteur disait plutôt, mais j'ai vu la vidéo, donc dit dans cette vidéo qui leur serrait la main, et quand il leur serrait la main, il voyait tout de suite si ils avaient de la corde, si c'était des gens qui étaient faits pour travailler ou bien pour taper à la machine. Eh bien, mes amis, c'est là où la carambouille est explicite. Et que, en vérité, nous avions beaucoup plus besoin d'eux pour repeupler la France que pour travailler. Pourquoi? Si réellement cette période industrielle aurait été bien réfléchie, eh bien, pourquoi ne pas avoir créé des usines en Algérie? Pourquoi ne pas avoir créé des usines au Maroc? Vous comprenez? Donc déjà, vous sentez qu'il y a quelque part une carambouille. Et dans le documentaire que j'ai vu, donc, ils disent
bien, ils reconnaissent, arrivés à un certain point, ils ont fait appel à beaucoup plus de monde qu'ils auraient dû. Et les grands ensembles sortaient de terre. Vous imaginez Aubervilliers, la Courneuve, les 4000, donc 4000 logements. Alors 4000 logements, ce n'est pas 4000 personnes, non. Il faut prendre les logements, il faut prendre les couples, il faut prendre les enfants. Alors déjà, pour une petite agglomération qui était Aubervilliers, vous imaginez se retrouver avec 20 000 personnes d'un coup. Quel boost pour l'économie du pays. Économie, partie 1. Je vous souhaite une bonne journée sur le 2.0 et je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.